Alors, bienvenue pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps. J'en ai vu quelques-uns arriver. Nous sommes donc toujours ici au siège du Midi Libre pour cette matinale sur le cancer avec cette deuxième table ronde intitulée donc Innovation, recherche et avancées thérapeutiques, où en est-on? Et j'ai avec moi sur ce plateau trois professeurs. Donc j'ai le docteur Samer qui est avec moi. Bonjour monsieur, vous êtes urologue à la clinique Saint-Jean, qui appartient au groupe ECAP Santé. Le professeur David Azria, vous êtes oncologue, radiothérapeute et directeur scientifique à l'ICM, président aussi de la Société française de radiothérapie oncologique. Et puis le professeur Guillaume Cartron, vous êtes chef du service hématologie clinique du CHU de Montpellier. Vous êtes aussi président de l'Institut Carnot du lymphome, CALIM. Voilà. Merci à tous les trois donc d'être là. On pourra prendre, si vous le souhaitez, s'il y a des choses, comme on va rentrer dans une partie peut-être un peu plus technique, on pourra prendre des questions, bien sûr, quelques-unes, pas toutes. On poursuivra peut-être lors du cocktail déjeunatoire à midi, mais quelques questions à l'issue de cette table ronde. Professeur Cartron, je voudrais commencer avec vous. On va parler d'innovation. Qu'est-ce que c'est l'innovation thérapeutique ? Alors vous avez raison, je pense qu'il faut d'abord qu'on commence par définir notre sujet de cette table ronde. Et je pense qu'on peut retenir ensemble ce matin que les innovations qui vont nous concerner, c'est tout procédé qui va permettre d'améliorer la prise en charge à quelque moment que ça soit du cancer, que ça puisse être dans la prévention, dans le dépistage, dans le diagnostic, dans le traitement ou dans le suivi de cancer. Et quand on dit procédé, ça peut concerner un nouveau test diagnostique, une nouvelle méthode d'imagerie, de nouveaux médicaments, bien sûr, tout le monde y pense, de nouvelles techniques d'irradiation ou de processus d'administration des traitements, mais aussi, comme on l'a vu tout à l'heure dans la prévention, peut-être imaginer d'autres façons d'accéder à la modification du comportement via du digital ou via n'importe quel processus qui va contribuer à améliorer ce fonctionnement. Ça va comprendre aussi les nouveaux traitements déjà validés et acceptés par le corpus médical que ce qui ne l'est pas encore et qui suscite de grands espoirs. Alors probablement qu'on peut définir l'innovation comme quelque chose qui n'est pas encore du soin courant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette innovation a permis de montrer son bénéfice sur une action, il devient en tout cas, en France, on a assez la chance de ça, quelque chose qui est dans le soin courant. Et donc, on va réserver probablement ce terme d'innovation thérapeutique à quelque chose qui est en phase d'élaboration, de développement, de confirmation et de précision. Alors, l'accès à l'innovation thérapeutique, c'est une priorité pour le président de la République. Un décret datant du mois d'avril fait de l'accès à l'innovation un droit pour le patient. Derrière cette volonté, beaucoup de questions se posent, que nous n'aurons pas forcément le temps d'évoquer ce matin, mais que nous devons tous avoir en tête, parce que c'est des questions auxquelles on va devoir, et peut-être tout l'écosystème autour de la santé va devoir apporter des réponses assez rapidement. L'innovation est-elle accessible à tous ou seulement à certains centres ? Et si c'est le cas, est-ce que ça va créer une inégalité d'accès des patients ? Alors effectivement, notre président a lancé au mois de juin 2020 le plan Innovation en santé 2030, avec l'ambition de faire de notre pays la première nation innovante et souveraine, avec 4 piliers, me semble-t-il, qui est l'investissement dans la recherche, pour la mettre dans un niveau de compétition internationale, l'investissement dans le numérique, dans les biothérapies, et la facilité d'accès aux médicaments, et je pense que c'est important. Pour ça, on a des outils qui existent déjà et qui sont aussi dans les décrets d'implantation de la cancérologie qui ont été publiés en avril 2020 et qui existent particulièrement sur notre territoire, qui sont les réseaux de soins, qui sont un outil extrêmement important pour que les médecins puissent communiquer ensemble. C'est aussi les réunions de concertation pluridisciplinaires. Et je pense que le souhait, c'est aujourd'hui de faire des réunions qui soient le plus larges possible avec des médecins venant des horizons différents, de différents établissements, pour justement pouvoir rendre accessible cette innovation. Et puis l'accès à l'essai clinique, qui dans ce décret devient une obligation de pouvoir offrir et tracer cet accès à l'innovation. On voit donc que cet accès, c'est avant tout une histoire de médecins
et d'institution. Il faut qu'on arrive, nous, professionnels, à déverrouiller un petit peu ce système qui l'est, à mon sens, encore un petit peu. On ne va pas aujourd'hui discuter de ces verrous, mais je pense qu'il est important que les professionnels se saisissent parce que l'accès à l'innovation, c'est avant tout une histoire de professionnels et d'institutions, puisque les patients ne sont pas censés savoir cette innovation. Alors, on pourra y revenir peut-être en conclusion et peut-être que là-dessus, que ce soit Agnès Buzyn ou Marc Ichou auront quelque chose à ajouter sur cette, justement, accès à cette innovation en France ou ailleurs. Mais là, je vous propose maintenant de vous présenter un certain nombre d'innovations avec nos trois médecins dans des secteurs différents. Je vais commencer avec vous, docteur Samer. Vous êtes docteur urologue à la clinique Saint-Jean. L'innovation pour les urologues, qui sont des chirurgiens, il y a eu avant tout, alors on va citer quelques-unes avec vous, la robotique déjà. Alors, effectivement, moi je suis chirurgien, donc l'urologie c'est une spécialité chirurgicale, donc on s'occupe de cancers, donc notamment le cancer de la prostate, le cancer du rein, le cancer de la vessie, le cancer du testicule, en sachant qu'on s'occupe d'un des cancers qui est les plus répandus, qui est le cancer de la prostate. Et dans ce cadre-là, en fait, on a évidemment un des traitements de ce cancer, c'est la chirurgie. Et dans la chirurgie, on a progressé beaucoup. Hein. Moi, j'ai vu cette évolution. Il y a une vingtaine d'années, donc on est passé de la chirurgie où on était obligé d'ouvrir un ventre pour opérer des reins ou des vessies ou des prostates. Et aujourd'hui, donc il y a 20 ans, on est passé donc à la chirurgie laparoscopique. Donc on a fait de la chirurgie mini-invasive. Donc l'intérêt, c'est d'essayer de faire le moins de dégâts possible en essayant de faire du bien. Donc on essaye de rentrer dans un ventre en gonflant le ventre avec du gaz, et ensuite on met des pinces, on traverse la paroi abdominale et on va chercher donc à être le moins invasif. Dans ce cadre-là, il y a en 2001, il y a la robotique qui a commencé à arriver. Et donc il y a une société qui s'appelle Intuitive, donc qui a mis au point un robot chirurgical qui est aujourd'hui assez répandu dans le monde, qui s'appelle Da Vinci. Beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Et qui a les premières applications de ce Da Vinci est arrivé en urologie. C'est pour ça que je suis là peut-être aujourd'hui. Donc c'est un robot. C'est difficile de vous en parler comme ça sans image, mais je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. C'est un robot qui permet en fait d'être dirigé par un chirurgien, mais qui a des bras qui sont robotisés. L'intérêt, c'est que d'une part, il a des pinces qui sont dirigées par la main de l'homme, mais que ces pinces-là sont des pinces qui rentrent dans le ventre, mais qui sont multidirectionnelles. Donc en fait, on arrive à diriger ces pinces comme si on avait des mains à l'intérieur, donc avec une mobilité qui est comme le poignet et qui peut tourner. Donc on met plusieurs instruments et ces instruments peuvent donc tourner comme avec des ciseaux qui peuvent contourner une tumeur. Donc le premier intérêt, ça a été le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est un organe qui est assez enfoui et autour duquel il y a des structures qui sont importantes à préserver, notamment les muscles de la continence et aussi les nerfs de l'érection qui sont collés dessus et qu'on va essayer de séparer. C'était très difficile de le faire en chirurgie avant de pouvoir accéder avec des instruments extrêmement petits et en plus une visibilité qui est une vision en 3 dimensions. Donc on passe maintenant à quelque chose où on a l'impression d'être à l'intérieur du patient parce qu'on regarde comme dans un hublot et on a une vision en 3 dimensions et quand on travaille à l'intérieur, on a l'impression d'être dans un espace où on regarde en haut, en bas, à droite, à gauche et c'est très intuitif et ça permet d'avoir une visibilité qui est, j'allais dire, décuplée pour pouvoir approcher ces nerfs et avoir quasiment une vision microscopique de ce qu'on est en train de faire. Donc effectivement, on a des progrès qui ont... donc l'urologie a commencé, puis d'autres spécialités chirurgicales ont suivi très rapidement.
Je voulais aussi dire que les premiers à Montpellier, on est extrêmement équipés de ces robots. Donc tous les centres d'urologie qui s'occupent de cancer à Montpellier sont équipés de ce robot aujourd'hui. Donc on parlait d'innovation de demain, mais là on est déjà dans l'avant-demain. Mais donc j'allais dire ce robot, le premier centre qui s'en est pourvu, c'est le centre anticancéreux où on a réalisé avec un de mes collègues, le docteur Segui, les premières prostatectomies au centre de Montpellier, à l'ICM, en 2012. Donc, une autre chose en termes de prostate, c'est aussi les machines, vous m'avez dit, pour faire les biopsies. Alors, on a, simplement pour finir sur le cancer de la prostate, donc aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que ces innovations-là, elles sont accompagnées. Il n'y a pas que l'aspect chirurgical. Il y a aussi ce qu'on appelle la réalité augmentée et aussi les implications de l'intelligence artificielle. Pour nous, chirurgiens, ce genre d'appareils qui sont extrêmement pointus peut permettre ensuite de passer à des stades ultérieurs. Par exemple, dans le cancer du rein, on a chirurgicalement, on arrive à aller sur un rein. Donc, pour pouvoir extraire une tumeur du rein, ce qu'on faisait difficilement avant la chirurgie robotique, maintenant on arrive à extraire ces tumeurs du rein. Et pour pouvoir repérer où est la tumeur par rapport à des vaisseaux, aujourd'hui, on peut, avec de l'imagerie, arriver à créer de nouvelles images, donc des images virtuelles, mais qui nous permettent de dire, ici, ça va être vert parce qu'on va mettre de l'immunofluorescence, c'est un tissu sain, et de l'autre côté, là où le flux sanguin n'arrive plus, c'est l'endroit de la tumeur. Donc on va pouvoir aller faire une exérèse en suivant des images qui sont des images rajoutées et qui nous permettent ensuite de se dire là je peux passer et là je peux pas passer. Donc là on est en train de passer. On est dans la précision absolue. À de la chirurgie qui va être aidée par les technologies nouvelles. D'accord. Alors deuxième chose donc sur les biopsies. Voilà. Là alors, aussi évidemment, une innovation en termes de risque et de qualité de vie. Donc dans la recherche, donc on a parlé du dépistage tout à l'heure. Ensuite, quand on commence à suspecter des tumeurs, notamment dans le cancer de la prostate, on va procéder à des biopsies prostatiques. Aujourd'hui, donc les biopsies prostatiques, la plupart du temps, on les fait par voie rectale et on est obligé de traverser le rectum qui est plein de microbes. Et donc, on prend des précautions, évidemment, on donne des antibiotiques, on fait des analyses d'urine avant, etc. Mais il y a quand même quelques infections qui peuvent provenir du fait qu'on va traverser une zone qui est un peu sale. Aujourd'hui, la technologie nous permet, avec des nouveaux échographes, avec des nouvelles images, de pouvoir faire ces biopsies par voie périnéale. Donc, d'éviter de passer, donc de faire de l'imagerie par le rectum et de passer par voie périnéale directement vers la prostate et faire ces biopsies. Donc on est dans les balbutiements de ces techniques pour essayer, encore une fois, de dépister, mais sans créer des complications. Essayer d'éviter au maximum les complications qui peuvent être inhérentes à nos recherches. Autre innovation, le travail qui est fait sur les cellules circulantes dans le cadre des cancers évolués. Alors ça, on en avait un petit peu parlé. Donc, ouais. Bon, ça c'est de la recherche. Moi, je ne suis pas très habilité à vous parler de recherche, hein. Mais effectivement, on a la chance d'avoir à Montpellier Madame Panabière, donc le docteur Panabière, qui est dans un centre de recherche à l'INSERM et qui est une star internationale et qui travaille sur les cellules circulantes et avec laquelle on essaye d'avancer sur des protocoles. On parle là de cancers qui sont des cancers dans un stade avancé et de cancers pour lesquels on essaye de dépister pour des cellules de cancer, mais qui commencent à être circulantes dans le sang pour pouvoir essayer d'organiser des dépistages de meilleure qualité qu'aujourd'hui. Professeur David Azria, j'en viens avec vous parce qu'on est
concrètement l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça a déjà été annoncé. Monsieur Samer en a déjà parlé. L'intelligence artificielle, ça a été annoncé comme une révolution médicale de ce siècle. On a une quantité astronomique aujourd'hui de données numérisées, des textes, des images, des chiffres qui entraînent des algorithmes qui permettent de... Alors, on dit l'homme augmenté, en fait, d'apporter à l'homme un supplément d'informations pour un meilleur dépistage, pour une meilleure prise de décision. On va donner quelques exemples de ces innovations dans lesquelles, pour certaines, l'intelligence artificielle intervient. Déjà, je voudrais qu'on parle avec vous de la prise en charge adaptative. Oui, bonjour à tous. Il y a quelque chose qui m'a surpris quand je suis arrivé, et je voudrais rassurer le monde, 3 femmes pour la prévention, 3 hommes pour l'innovation. J'adore la prévention aussi, et je suis sûr qu'elles adorent l'innovation aussi. Donc c'est le fruit du hasard, pour ceux qui se posaient la question. Donc ça, c'est un point important. C'est vrai que j'adore dire, je préfère l'intelligence humaine augmentée que l'intelligence artificielle. En fait, je crois que c'est par angoisse personnelle, parce que j'ai peur qu'on nous remplace, et ça, je ne veux pas le vivre, parce que je pense toujours que nous aurons besoin de l'œil humain, en tout cas de l'expérience de l'être humain sur ce que peut nous dire un robot. Ou en tout cas, une approche de ce qu'on appelle de machine learning ou de deep learning, c'est l'apprentissage au fur et à mesure, mais l'apprentissage, il se fait par nous. C'est-à-dire que nous enrichissons au fur et à mesure des modèles, et à la fin, on a l'impression qu'ils vont devenir autonomes, et ça nous angoisse un peu. Donc on veut toujours un peu garder la main, et je crois qu'il faut rassurer les patients. Alors, dans le concept de cette application, vous parlez d'adaptatif. En fait, ça fait depuis, j'ai envie de dire, 40 ans qu'on essaie de faire de l'adaptatif auprès des patients, de s'adapter au fur et à mesure qu'on traite le malade, en fonction de comment il va, comment il supporte, comment évolue la tumeur. Et donc, on essaie de s'adapter. Qu'est-ce qui a changé alors ? Ce qui a changé, c'est justement la machine qui va nous aider à faire ça. On va mieux voir les choses, on va adapter tous les jours ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Tous les jours, un patient qui est sous un traitement de radiothérapie, par exemple, on va pouvoir voir son volume diminuer au fur et à mesure du temps. Donc tous les jours, on va recontourer la tumeur, on va reprotéger les tissus autour, et on va réduire au fur et à mesure les zones qui ne doivent pas être traitées. On va réduire ce volume afin de protéger les tissus sains autour. Et donc, cette adaptation, en plus des volumes, en plus des contours, on va recalculer les doses de traitement tous les jours. C'est un travail gigantesque. Imaginez, rappelez-vous quand on avait l'Amstrad 40 et maintenant les processus que nous avons et les microprocesseurs que nous avons. En fait, on est dans cette évolution. Ce n'est pas une révolution pour moi, c'est une évolution de l'intelligence qui est en train de se faire, et on a réussi à l'adapter au jour après jour auprès du malade. Voilà. Qu'est-ce que ça... Je vous ai piqué le son ? Non, ça va revenir. Qu'est-ce que ça a comme conséquence concrètement pour les patients, cette révolution, en tout cas cette aide-là ? Pour les patients, clairement, ce sont des sessions de traitement plus longues, parce qu'on réadapte, on contourne, et donc au lieu d'avoir des séances, imaginez, vous faites un grand rectangle avec un peu de protection sur une zone définie, ça dure 2 minutes et on passe à l'autre patient. Là, on est maintenant conformé à une tumeur qui bouge jour après jour. Donc, il faut laisser le temps de traiter, de contourer. Donc, ce sont des sessions plus longues. On passe de 2 minutes à 45 minutes. C'est pareil. Pour les patients, ça se traduit au fur et à mesure par des effets indésirables moins importants. On le voit en consultation. Jour après jour, ils nous demandent « Je ne sais pas si vous me faites quelque chose, je ne sens rien ». Même nous, on est de plus en plus surpris. On avait des effets secondaires qu'on ne voit plus du tout. Et ça, c'est une révolution. Ça, par contre, pour moi, c'est une révolution. Le gros problème de cela, c'est, je ne sais pas si on peut le dire maintenant, mais c'est le système qui doit s'adapter. Non pas le système technique, mais le système humain et le système fonctionnel. Alors, je parle devant mon directeur général, mais... Faites suivre le micro. Oui, ça coûte très cher. C'est très consommateur de ressources humaines. C'est très consommateur de temps, de temps machine. Quand vous passez un patient en 45 minutes, pour faire une technique qui est remboursée de la même manière que 2 minutes, le modèle médico-économique pour faire profiter les patients, il ne suit pas du tout.
Donc on est dans cet enjeu-là sociétal. Et j'en profite Agnès Buzyn-Solin, mais malheureusement, je ne sais pas si elle peut faire grand-chose maintenant, mais elle peut nous aider, en tout cas en lobbying, parce qu'elle a une voix qui porte. C'est important pour nous de dire ces choses. On n'est pas là pour gagner de l'argent, on est là pour soigner les malades, mais pour pouvoir les soigner au mieux. Et si on n'arrive pas à le faire, on se met totalement en déficit sur une institution et on ne peut pas faire profiter l'innovation au quotidien. Il est là l'enjeu, en fait. Il y a une autre machine, je crois, qui permet aussi de cibler les tumeurs du foie, les tumeurs du pancréas. Alors, vous nous expliquez un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a du mal à se retrouver là-dedans. Oui, c'est pas facile. C'est clair que vous avez des tumeurs qui se voient mieux au scanner et des tumeurs qui se voient mieux à l'IRM. On a, pendant des années, on traitait tout le monde pareil. Et il y a un système qui s'appelle la radiothérapie sous IRM, que ça veut dire c'est une IRM qui est embarquée dans le système de traitement. Donc le patient est traité, mais toutes les 20 millisecondes, vous avez des images, au lieu d'être sous scanographie classique, elles sont sous image IRM. Alors premier avantage, les imageries IRM ne sont pas ionisantes. Donc ça c'est important en termes de radioprotection. Donc ça c'est un point déjà extrêmement positif. Le deuxième, c'est qu'on voit des modifications texturales du foie, du pancréas, des organes génitaux, notamment le col utérin, les paramètres, qu'on ne voit pas bien jour après jour lors d'un contrôle scanographique, grâce à l'IRM. Donc ça, c'est une vraie révolution. Donc c'est un apprentissage pour nous aussi des oncologues radiothérapeutes de travailler sur l'IRM. Mais en plus, le point majeur, c'est que cette technique suit l'organe et suit le mouvement respiratoire. C'est-à-dire que vous définissez une zone et pendant le traitement, l'être humain, il respire, heureusement. Mais pendant cette respiration, vous avez cette zone qui sort de la zone voulue de traitement. Et le système automatiquement s'arrête de traiter lorsque la cible est sortie et attend avec la respiration qu'elle rentre dans la cible définie pour pouvoir reprendre le traitement. Donc là également, on a des traitements de 45 minutes, d'une heure. Et ça... Ceci grâce à la révolution de l'imagerie et des modèles d'intelligence artificielle associés, parce que tout est réintégré au fur et à mesure. Alors, un autre volet, c'est le volet du développement de l'association entre l'immunothérapie et la radiothérapie. Alors là aussi, on va essayer d'être le plus clair possible pour ceux qui... c'est complexe, on le sait, ce sont des sujets de spécialistes, mais on va essayer de pouvoir aussi s'adresser au grand public. En fait, vous m'avez expliqué quand on en a parlé, il y a ce qu'on appelle les tumeurs froides qui ne répondent pas à l'immunothérapie. D'un autre côté, il y a les tumeurs chaudes qui y répondent. Donc, à partir de là... on s'est aperçu, donc immunothérapie, traitement pour renforcer le système immunitaire pour lutter contre la tumeur. Donc on est là pour renforcer une lutte, une auto-lutte contre ce corps étranger, entre guillemets, qui est la tumeur, qui est un corps étranger qui n'est pas si étranger que ça, parce qu'il est très intelligent. Il permet d'émousser le système immunitaire et de faire croire qu'il appartient au corps. C'est pour ça qu'il peut se développer. Donc ça, c'est une intelligence particulière de la tumeur. Il faut lui reconnaître ça, malheureusement. Et ça, on va essayer de l'éviter. On va essayer en tout cas de contourner et de remettre la vision des choses par le corps humain en lui disant « Attention ». Tu t'es fait avoir, tu t'es fait blouser, la tumeur est endormie, mais il y a quelque chose d'étranger dans ton corps. Et ça, on va le réveiller grâce à l'immunothérapie. Et donc, en utilisant des processus dans le système immunitaire pour qu'il reprenne le contrôle pour réattaquer ce fameux corps étranger. Malheureusement, on s'est aperçu au fur et à mesure des études que certaines tumeurs, on appelle ça des tumeurs chaudes et des tumeurs froides. Alors, heureusement, il y a des tumeurs chaudes, c'est-à-dire qu'il y a un processus dans le système tumoral, dans la tumeur, où il y a déjà des infiltrations de lutte des cellules immunitaires qui sont dedans. Et ça, on s'est aperçu que l'immunothérapie marche très bien parce qu'il y a déjà un processus qui s'est enclenché et qui est viable. Il y a des tumeurs qui, malheureusement, montrent on appelle ça le désert, nous. C'est terrain aride pour le système immunitaire. Il n'y a rien. Et il n'y a aucune défense. Il n'y a aucune défense qui s'est réalisée. Alors, par X ou Y mécanisme, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce que l'on fait maintenant, et ce que l'on sait, c'est que l'immunothérapie ne marche pas là-dedans. On s'est aperçu assez récemment, il y a 5-6 ans, enfin, le temps passe malheureusement, mais on s'est aperçu que certains traitements conventionnels, entre guillemets,
permettait justement de réveiller certaines tumeurs qui étaient froides en tumeurs chaudes. Et donc, en restimulant, en créant des lésions, en créant des libérations de protéines dans la tumeur, grâce à une chimiothérapie, grâce à une radiothérapie, la tumeur va se réouvrir, va redéclencher un système immunitaire qui s'était endormi, et là, l'immunothérapie va pouvoir marcher. Et c'est ce rationnel qui permet de faire cette combinaison. C'est-à-dire cette association immunothérapie, radiothérapie, avec... Alors ça, c'est de plus en plus utilisé. Vous dites, on s'en est aperçu il y a 4-5 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un type de traitement qui est assez répandu. Exactement, on est en train de montrer dans le cancer du poumon, où la radiothérapie et la chimiothérapie conventionnelle sont utilisées, mais également l'immunothérapie dans les maladies plus avancées du poumon. On s'est aperçu que si on vient plus précocement avec un ensemble de ces trois combinés, on est meilleur et on augmente la survie globale. Cancer ORL, on commence à avoir des données qui sont probantes. Cancers gynécologiques qui vont commencer à sortir en association avec la radiothérapie. Enfin, petit à petit, on fait remonter les lignes de l'immunothérapie qui étaient surtout en maladie métastatique. Il y avait une évolution à distance. On le fait remonter cette ligne thérapeutique vers la maladie localement avancée pour améliorer justement pour pas que ça évolue vers la métastase. Alors, autre chose, on va parler maintenant de l'oncométabolisme. Qu'est-ce que c'est ? L'oncométabolisme, c'est la capacité des cellules de se développer, mais de se développer en utilisant des voies du propre métabolisme, du nutriment. Je vais essayer d'être le plus simple possible, mais vous avez les cellules tumorales, elles utilisent ou elles dévient particulièrement certaines voies de nutrition. Alors, il y a X et Y, il y en a beaucoup. Et on va peut-être en reparler avec notre programme du CIRIC, mais oui. L'oncométabolisme est en plein essor. En plein essor en disant, est-ce qu'en jouant sur une voie de la nutrition, du métabolisme particulier, de sa capacité à croître, à se diviser, est-ce qu'en bloquant certaines voies, on peut bloquer la tumeur? Ou est-ce qu'en facteur exogène, par exemple, est-ce que faire justement du sport tout simplement, on ne modifie pas notre métabolisme intrinsèque. Donc en fait, si je comprends bien, c'est de voir quels sont les éléments externes sur lesquels on peut jouer. Externes, c'est-à-dire est-ce que la façon de se nourrir, la façon de faire du sport, etc., faire varier la réaction de l'organisme. C'est une partie de la problématique, sachant qu'en elles-mêmes, les cellules, par leur propre façon de s'alimenter, s'autonomisent toutes seules aussi. Donc, est-ce que les facteurs externes influencent la façon dont elles se comportent également, ou est-ce que la tumeur en elle-même, le fait de se diviser dans le corps, fait modifier le métabolisme du corps entier? Et c'est cette interaction qui est intéressante. Donc là, on est vraiment dans la recherche, là-dessus. Là, on est dans la recherche, dans la compréhension déjà des mécanismes. Parce qu'on ne comprend pas tout. Mais pour avoir un axe de levier de modification, il faut mieux comprendre son adversaire. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Alors c'est là que je voulais vous parler de cette labellisation que vous avez obtenue. Ce n'est pas la première fois, cette labellisation CIRIC, site intégré de recherche en cancérologie. Une labellisation pour 5 ans qui traduit l'excellence d'un site avec ces interactions justement entre la recherche fondamentale et les patients. Et vous avez été labellisé pour la 3e fois. Oui, on est très heureux. Je parle devant Agnès Buzyn qui a monté ce programme à l'INCa. C'est, à mon avis, il y en a eu d'autres, mais c'est une des plus grosse réussite de l'Institut national du cancer en termes de recherche appliquée aux patients. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne vois pas un monde de la recherche et un monde du soin. Si on veut réussir l'innovation vers le patient, il faut que les deux se parlent et s'interréagissent. Et cette interrelation, elle doit être très en amont. Et c'est l'objectif du CIRIC. Je crois qu'on est en train de concrétiser la vision de M. Pujol. J'en profite qu'il soit là. J'étais son interne. 1997, on crée le premier bâtiment de recherche sur le campus du soin. La vision, elle était là. Ensuite, 2e bâtiment, 3e bâtiment. Et on est en train d'imaginer le 4e bâtiment avec justement le centre transactionnel et d'innovation en oncologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut que les médecins soient dans les équipes de recherche et on veut que les chercheurs soient dans les équipes de soins.
Et ça, c'est le corpus fondamental du CIRIC, le site de recherche intégrée en cancérologie. Et Montpellier a réussi sa 3e labellisation. On va dire juste que sur les Grâce à 5 ça. centres labellisés, 3 sont à Paris. 8 centres. 8 centres labellisés, 5 sont à Paris. Et donc, Montpellier fait partie d'un des 3 seuls centres en province. Oui, on ne va pas faire de l'antiparisianisme, mais c'est vrai qu'il y a une recentralisation sur cette labellisation vers Paris. Ils étaient 3, ils sont 5. Dans le Grand Sud, Bordeaux, malheureusement, n'a pas été relabellisé. Toulouse, Marseille ne l'ont pas été. On se sent un peu seul dans le Grand Sud, Montpellier. Mais bon, on va essayer d'assumer. Il y en a qui disent à Montpellier, ici c'est Montpellier, on va le redire aujourd'hui. Voilà. Non, mais c'est important aussi parce que c'est un apport de fonds. C'est aussi un apport de fonds, cette labellisation qui est importante pour la recherche. On peut aussi le préciser. C'est 6 millions d'euros pour 5 ans, avec des orientations de structuration, mais on avait déjà une belle structuration, mais surtout d'aller vers de la très bonne recherche, vers l'excellence. Et notre dossier vous nous avez permis de nous aider à structurer pendant des années. Maintenant, on veut passer à l'étape d'excellence internationale et on a été entendu. Très bien. Peut-être Agnès Buzyn nous dira un mot aussi en conclusion de cette matinée de ce dispositif que vous avez mis en place. Je vais venir me tourner vers vous, Guillaume Cartron, à nouveau. Est-ce que vous pouvez... on vient de rappeler ce qu'était l'immunothérapie, la capacité du système immunitaire donc pour détruire certaines cellules cancéreuses. Est-ce qu'il y a des innovations à travers ce que l'on appelle cette thérapie cellulaire et génique? Donc effectivement, l'immunothérapie, c'est se servir de notre propre système immunitaire à des fins thérapeutiques. Notre système immunitaire, c'est un organe, qui est un organe complexe, qui est constitué d'un grand nombre de cellules dites immunitaires qui ont des fonctions différentes, qui sont disséminées dans tout notre corps et qui permettent de surveiller en permanence notre santé et qui sont capables de réagir à des agressions extérieures comme une infection ou des agressions internes comme un processus de cancérologie. Et comme David vous l'a expliqué, effectivement, finalement, le cancer, c'est aussi une maladie du système immunitaire puisqu'il n'est pas été capable de contrôler, de repérer, de faire disparaître cette maladie maligne qui a éclos et qui éclot tous les jours en nous. Oui, parce qu'en fait, on déclenche... on avait une discussion avant le début de cette matinée, pour tout vous dire, et c'est vrai que pour les gens qui sont extérieurs à votre corps de métier, on déclenche en fait, on ne le sait pas forcément, tous les jours en fait, on peut déclencher des cancers. En fait, on ne le sait pas parce que le système immunitaire intervient. Absolument, ce contrôle est permanent et nous évite d'être malade, ou en tout cas de déclarer un cancer détectable, visible et qui nécessite d'être traité parce qu'il va altérer notre qualité de vie et notre vie. Donc aujourd'hui, le système immunitaire est complexe, on a différents moyens pour intervenir sur ce système immunitaire et aujourd'hui, la cellule, en tout cas le composant principal de ce système immunitaire qui a la vedette depuis une dizaine d'années, c'est une cellule que les hématologues connaissent bien, qui est le lymphocyte T, puisqu'il y a très longtemps qu'on a démontré que dans les leucémies aiguës, lorsqu'on injectait un lymphocyte T d'un donneur compatible, on pouvait guérir une leucémie aiguë. Donc ce lymphocyte T, aujourd'hui, il est le fruit et l'objet de toutes les recherches. Alors quand je dis aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui date déjà depuis 30 ans ou 40 ans. On apprend à connaître le lymphocyte T, comment il fonctionne. Et aujourd'hui, il est la cible de cette recherche avec deux voies principales qui sont soit la capacité qu'on a à aller le réveiller, comme l'a suggéré David, ou aller le chercher, l'hameçonner pour l'amener vers la tumeur, soit carrément le modifier d'un point de vue génétique pour le rendre à la fois plus efficace dans sa capacité à cibler la maladie, à la reconnaître et la cibler, et à détruire cette maladie. Donc c'est globalement ce lymphocyte T qui suggère aujourd'hui depuis une dizaine d'années des innovations thérapeutiques majeures dont on va parler, qui sont globalement avec des protéines qu'on appelle des anticorps. Comment est-ce qu'on peut aller le cibler, soit pour le réactiver, soit pour aller le chercher et le mettre en contact avec la maladie, soit pour les deux maintenant, soit est-ce qu'on est capable de le modifier génétiquement pour le réinjecter à un patient pour qu'il aille reconnaître et détruire la maladie. Donc c'est d'un côté les anticorps monoclonaux et de l'autre côté c'est ce qu'on appelle les cellules T modifiées génétiquement qu'on appelle les CAR T-cells. Alors, vous allez nous parler des deux un petit peu.
Par lequel souhaitez-vous commencer? Ça m'est égal. Peut-être le plus ancien, parce que les anticorps monoclonaux ont en fait une histoire qui a débuté à la fin des années 90. Hein, et finalement, ces anticorps que beaucoup d'entre vous connaissez sans doute, qu'on appelle le trastuzumab, Herceptin dans les cancers du sein notamment, cetuximab dans les cancers colorectaux, rituximab, ce sont des anticorps qui avaient la capacité de cibler la cellule maligne, de dire finalement au système immunitaire, venez donc ici détruire la maladie. Ça a obtenu des résultats extrêmement intéressants. Et par exemple, dans les maladies que je connais, comme le lymphome, on a augmenté l'espérance, en tout cas l'espérance de vie de 15%. Donc c'était quand même très, très significatif. Pour autant, on a compris que le lymphocyte était le siège de tous les maux pour la cellule malade. Et donc, on a appris à les cibler, ces lymphocytes, parce qu'on s'est aperçu, comme David vous l'a expliqué, que ces lymphocytes, finalement, non seulement ils ne reconnaissaient pas la maladie, mais ils s'épuisaient progressivement à essayer de combattre cette maladie. Et ils avaient besoin, finalement, qu'on les vitamine un peu. Et une grande partie des progrès thérapeutiques, notamment dans les tumeurs solides qu'on vit depuis une dizaine d'années, sont liés à l'usage de ces anticorps monoclonaux qui viennent réactiver ces lymphocytes pour leur dire « Allez, réveille-toi ». La maladie est là, il faut la faire disparaître. Et David vous a expliqué qu'il y a des profils de tumeurs qui vont tout à fait bien répondre à ce profil d'immunothérapie. Les progrès technologiques faisant, nous sommes aujourd'hui capables de fabriquer des anticorps beaucoup plus complexes, qui sont capables d'aller cibler différentes cellules en même temps. Et on est capable d'aller chercher une cellule, le lymphocyte T, et de la rapprocher d'une autre cellule qu'on appelle la cellule tumorale. C'est ce qu'on appelle les anticorps bispécifiques. Ils ont 2 spécificités. Et puis maintenant, on fait des anticorps trispécifiques, quadrispécifiques. Chaque spécificité apportant une fonction spécifique, soit de ciblage, soit de modulation. Et on est donc capable d'aller chercher un lymphocyte T, de lui dire « viens donc ici, c'est la cellule tumorale ». Et en même temps qu'on fait ça, on administre d'autres anticorps qui vont être capables de réactiver le lymphocyte T. Et vous voyez que... De lui faire mener à bien sa mission, qui est de détruire la cellule tumorale. Exactement. Et quand on fait ça, eh ben on est capable aujourd'hui donc de fabriquer des anticorps qui vont s'intéresser au lymphocyte T, parce que c'est très à la mode, mais s'intéresser à d'autres éléments extrêmement importants du système immunitaire, comme par exemple les cellules phagocytaires, qui sont des cellules importantes dans notre système immunitaire inné, qui sont capables de venir et de phagocyter, de manger la cellule tumorale pour la détruire. Donc on voit que ces anticorps monoclonaux, qui ont une facilité apparente d'utilisation, puisque c'est globalement des perfusions qu'on donne aux patients, ont en fait des mécanismes d'action qui sont intelligents, ciblés, et ça met en évidence un des progrès essentiels de l'immunothérapie, c'est le ciblage et donc la plus grande efficacité avec une réduction de la toxicité. Alors le deuxième, Carticell, vous vouliez nous en parler aussi. Alors les cellules T, qu'on est capable de stimuler ou de réveiller avec ces anticorps, on est aussi capable aujourd'hui de les modifier génétiquement. Et là, je dois souligner l'avancée importante en France qui a été faite, et grâce notamment aux institutions de santé. Je sais que Mme Buzyn était ministre à ce moment-là. Mais en 2018, la France a décidé de permettre l'accès à cette technologie qui est qu'on va modifier les propres cellules du patient, en l'occurrence les lymphocytes T, pour les rendre plus efficaces. Et aujourd'hui, on utilise ces traitements tous les jours, mais il me semble que ça constitue malgré tout une révolution de notre société, puisque nous avons imaginé qu'il était possible de modifier nos propres cellules génétiquement pour les rendre plus efficaces contre notre maladie. Nous avons donc autorisé de modifier nos cellules, donc de les rendre des organismes génétiquement modifiés à des fins thérapeutiques. Et je pense que ça, c'est une innovation importante, une innovation de notre société, une acceptation par les autorités de prendre un petit peu ce risque. Et ça a été fait en 2018 sous votre ministère. Et je pense que c'est quelque chose qui nous a permis de faire un bond majeur. Aujourd'hui, la France est le 2e pays utilisateur de ce traitement qu'on appelle Carticell. Et ça a été permis parce qu'en France, on a un système d'accès à l'innovation qui est extrêmement performant. Souvent, on parle de l'Allemagne parce qu'on les copie, parce qu'on voudrait bien faire comme eux. C'est l'Allemagne qui nous copie aujourd'hui. Et tous les pays européens qui voudraient faire comme nous. Donc, ce traitement... Concrètement, donc, on va aller chercher ce lymphocyte T.
Donc ça ces lymphocytes vont être prélevés auprès du patient D'accord. par une prise de sang, vont ensuite être modifiés génétiquement pour reconnaître la cellule malade, pour s'activer à son contact. Une fois qu'on a fait cette modification génétique, on va amplifier, faire proliférer ces lymphocytes avant de les réinjecter aux patients malades. Quand on les réinjecte aux patients malades, c'est juste une perfusion, de la même manière, unique. Dans les deux maladies qui ont été à l'origine de cette innovation, qui sont les leucémies aiguës lymphoblastiques et le lymphome, on s'adressait à des patients qui avaient une probabilité de réponse de moins de 10%. Moins de 10%. Et quand on a administré ce traitement à ces patients, nous avons obtenu 50% de patients qui ont répondu à ce traitement, avec pour 40% d'entre eux une réponse durable pour laquelle on estime aujourd'hui qu'ils sont guéris. Ça, c'était 2018-2019. Aujourd'hui, ces traitements qu'on appelle les CAR-T-cells s'étendent à quasiment toutes les maladies en hématologie, en tout cas les maladies importantes, les lymphomes, les myélomes, les leucémies aiguës. D'abord dans des situations de rechute avancée, mais de plus en plus précocement. On va commencer un traitement en première ligne d'un lymphome. Donc vous voyez qu'en première ligne d'un lymphome, on va commencer à faire ce traitement-là. Donc ça montre que c'est un traitement qui est efficace et qui est prometteur. Surtout, ça ouvre la voie à une nouvelle pensée médicale. Il y a de nouvelles révolutions dans d'autres domaines que l'hématologie. Puisque finalement, si on a été capable d'imaginer et de modifier ce lymphocyte T, on peut appliquer ce concept-là à n'importe quelle autre cellule du système immunitaire et pour n'importe quelle autre fonction désirée. Ça veut dire qu'on peut modifier d'autres cellules de notre système immunitaire. On peut aussi sans doute modifier d'autres cellules de notre corps à des fins thérapeutiques. Et on imagine bien aujourd'hui ces traitements avec, bien sûr, des prolongements en cancérologie, c'est déjà le cas, mais dans d'autres maladies graves, comme des maladies auto-immunes ou comme d'autres maladies neurologiques pour lesquelles on pourrait déverrouiller certains obstacles qui nous empêchent d'avancer dans les résultats thérapeutiques pour nos patients. Une réaction là aussi, peut-être, professeur Azria, sur... Comme m'a dit Guillaume, c'est très important, c'est la philosophie du paradigme. On est dans un dogme depuis 30 ans, on ne touche pas. Là, on va modifier, on va devenir notre propre salvateur, entre guillemets. C'est vraiment une révolution, ça, pour moi. C'est pas une évolution. Le seul bémol que nous avons, nous, en tumeur solide, c'est qu'on n'arrive pas à avoir des résultats aussi beaux que Guillaume a expliqué en hémopathie maligne, en cancer du sang, cancer d'une tumeur installée, prostate, sein, poumon. On n'arrive pas à avoir ces résultats avec le CAR-T-cell. Il y a quelques essais pilotes qui se font. Pour le moment, on est en train de voir qu'on n'est pas du tout dans le même mécanisme. Donc, il n'y a pas de recherche qui convient à gauche, à droite. Voilà, alors en fait, je pense que tu as raison, David. Mais ce que nous a permis cette révolution sociétale, c'est l'utilisation de technologies. Et cette technologie, aujourd'hui, elle est disponible. Et notre seule limite aujourd'hui, c'est notre capacité à imaginer une modification cellulaire qui soit apte à contourner les résistances présentées par tel ou tel cancer. Par exemple, effectivement, il y a certaines tumeurs solides où il y a un environnement immunitaire, où il y a une fibrose qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, on est capable de fabriquer, en tout cas au moins dans des modèles de souris, des CAR-T-cells qui sont capables de sécréter, en même temps qu'ils avancent, des substances qui leur permettent de se distribuer au sein de la tumeur. Aujourd'hui, on imagine même pouvoir être capable de fabriquer ses propres cellules anti-cancer in vivo, c'est-à-dire qu'on va injecter un ARN messager, un petit peu comme le vaccin que vous connaissez bien. Cet ARN messager qui va être dans un vecteur, va être capable d'aller dans la cellule cible qui va traiter le cancer, délivrer ce code qui va lui permettre de reconnaître la tumeur et de s'activer à son contact. Donc on est aux prémices de cette révolution et je crois qu'aujourd'hui, la seule limite à cette révolution, c'est la propre imagination des médecins et de notre capacité à contourner ces mécanismes de résistance, quelle que soit la maladie cancéreuse. Et toute maladie cancéreuse a des mécanismes qui sont différents. Il va donc falloir apprendre et innover.
Alors, si on en vient au concret, est-ce que ces innovations-là dont vous parlez, elles sont accessibles à tous les patients qui correspondent en tout cas? Alors, en ce qui concerne les CAR-T-cells, la France peut s'enorgueillir de l'accès à ces traitements. On est extrêmement sollicité par des patients étrangers qui nous disent « mais comment vous faites ? Est-ce qu'on peut venir se faire traiter en France ?» On est extrêmement sollicité par nos collègues pour nous dire « comment est-ce qu'en France, vous avez réussi à mettre en place ce système ?» Donc aujourd'hui, la plupart des médecins sont informés de cette situation. Moi, je pense que le point clé de l'accession, c'est la capacité qu'ont les médecins à discuter entre eux, à discuter des patients les uns avec les autres, à travailler en réseau et à s'affranchir de barrières illégitimes d'activités, d'institutions, des choses comme ça qu'il n'est peut-être pas très bon de parler aujourd'hui, mais qui sont extrêmement importantes. Si je comprends bien, ces centres pilotes qui développent ce type de procédé, on ne peut pas y en avoir partout en France. Donc le fait est que les médecins partout puissent adresser les patients pour qu'ils aillent se faire traiter dans le centre. Parce que le but n'est pas que ça soit effectivement partout en France. Ça, on n'y arriverait pas. Aujourd'hui, avec la méthode que l'on utilise, d'abord, elle coûte relativement cher. C'est à peu près 600 000 € le médicament plus les soins. Un traitement, c'est à peu près 600 000 €. Donc c'est un coût relativement important. Ça nécessite un environnement spécifique pour prélever les cellules, les envoyer, les retourner, les injecter et gérer les complications potentielles. Donc ce n'est pas extrapolable partout. Les indications ne sont pas non plus extrêmement importantes. C'est pour l'instant réservé à des pathologies qui sont relativement rares, si on peut dire, dans des situations particulières. Il est évident que si il y avait une extension de ces thérapeutiques, d'abord, il devrait y avoir une autre révolution technologique pour les rendre plus simples, plus faciles, pour qu'elles puissent être réalisables dans d'autres centres. Aujourd'hui, effectivement, en France, on est dans un pays en Europe où il y a le plus de centres qui pouvons faire ce traitement-là. Je crois qu'il y en a à peu près 35, c'est beaucoup. Il faut savoir que sur l'Occitanie, dans une enquête récente, on fait à peu près 49 km pour venir dans son centre, le quartier, donc ce n'est pas un problème d'accès. Je pense que le problème d'accès est essentiellement lié à la capacité que nous avons, nous professionnels, à travailler ensemble au sein d'un territoire pour gérer la santé d'une population de patients. Et moi, j'aime bien le fait qu'on soit dédié à ça, avec effectivement des objectifs de santé pour une population, parce que je pense que c'est ça notre métier. Oui, on a parlé de CIRIC tout à l'heure, mais une deuxième réussite de l'Institut national du cancer, c'est les réseaux régionaux de cancérologie. Qu'est-ce que c'est? Vous avez maintenant, avec la réforme administrative, vous avez 12 réseaux, plus d'autres en Dromcom. On est dans une situation où ces réseaux dont je m'occupe en Occitanie, on a 13 départements, on a des réunions, des boards, des événements. Et l'enjeu, c'est de faire vivre l'innovation autour des professionnels, mais également autour des patients, en disant voici ce qu'il y a dans telle ville, et si vous avez du mal, on est là pour vous trouver une solution pour que vous puissiez en profiter. Donc ça, c'est un point important aussi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur tout ce qui vient d'être présenté? Des questions, des réactions? Non? Peut-être vous voudriez rajouter quelque chose, Agnès Buzyn. Merci beaucoup. D'abord, merci aux trois intervenants parce que je trouvais ça extrêmement intéressant. Alors que je connais cette technique, je trouvais que la présentation était très pédagogique et vraiment passionnante. Je veux rajouter, c'est peut-être mon côté encore un peu politique, c'est que, outre notre capacité d'innover en France avec des chercheurs exceptionnels et vraiment un écosystème très mobilisé pour la recherche et l'innovation, nous n'avons jamais mis le coût des traitements comme un frein. Et ça, je crois qu'on peut s'enorgueillir comme société, parce que c'est pas rien, 600 000 € par patient. C'est énorme. Or, jamais, au grand jamais, l'argent a été un frein pour l'innovation et le traitement des patients. Et donc, il faut qu'on garde à l'esprit quand même cette chance extraordinaire que nous avons d'avoir une sécurité sociale qui accepte de payer pour tous les patients qui le nécessitent
des thérapeutiques particulièrement coûteuses. Je redirai peut-être un mot sur l'organisation lors de ma conclusion, mais voilà. Merci à vous d'avoir si bien expliqué l'enjeu. Merci beaucoup. Je vais vous remercier à tous les trois. On va ainsi conclure cette deuxième table ronde. Je vous propose maintenant de démarrer notre troisième